C'est la question essentielle que l'on se pose ce matin entre restrictions Internet et conditions de vie. Quelles sont les réalités que vivent les populations guinéennes? J'ouvre l'antenne avec toi, Djané, parce qu'il est très important aujourd'hui qu'on rappelle toutes ces conditions dans lesquelles nous avons vécu novembre, décembre et même ce début de janvier, entre restrictions Internet, bâillonnement de la presse, voilà, et le prix du carburant qui n'a pas varié, mais l'accès au carburant qui est devenu de plus en plus difficile, les transports qui augmentent et des choses qui pourraient se répercuter sur le panier de la ménagère. Ce sont entre autres ces quelques petits problèmes que nous avons ces derniers temps en Guinée. Et comment, si on devrait faire une analyse sommaire de cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Il faut dire aujourd'hui que la réalité que vivent les Guinéens aujourd'hui crève l'œil. Et on n'a pas besoin aujourd'hui de s'importer ou de se refuser dans les textes pour comprendre aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. On n'a non plus besoin d'être aussi un grand intellectuel sorti de Harvard ou bien de la Sorbonne pour comprendre aujourd'hui ce que les Guinéens vivent ici. L'économie se fait sentir déjà à travers le panier de la ménagère ici. Donc c'est pour dire que la bonne question, c'est les mamans peut-être qui pourraient nous appeler ici au cours de l'émission pour donner également aussi le sujet parce que c'est elles qui partent dans les marchés donc pour l'achat des choses ici. Nous en tout état de cause parce que nous sommes aujourd'hui les uns et les autres qui partagent la vie en communauté, donc on avons leur observation. Nous aussi, nous connaissons aussi parce que nous partons dans les restaurants et autres, nous empruntons des taxis pour connaître aujourd'hui la réalité guinéenne ici. Donc chacun de nous sait ce qu'il traverse. Alors, grosso modo, il faut retenir aujourd'hui que depuis ce temps, ces problèmes-là ont commencé. Les Guinéens sont partagés entre la pauvreté ici, parce que depuis fort longtemps, même avant que ces restrictions-là n'interviennent ici, on était déjà dans une pauvreté qui ne disait pas son nom ici. Nous déjà, à Djoma, depuis le lendemain du 5 septembre, on a dit bonjour les ennuis. Très bien, donc on a dit bonjour les ennuis, les comptes ont été gelés, on a traversé des grandes difficultés ici, jusqu'à présent ça continue parce que même l'internet qui fait fonctionner ici, la télé ici, est bloquée ici. Mais au-delà de tout ça aussi, il y a ce qu'on appelle, les Guinéens ont été plongés aujourd'hui dans un désespoir total. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la classe moyenne qui existait quand même à Madina, cette classe moyenne est en train de partir aujourd'hui le Nicaragua, c'est devenu aujourd'hui le Dada, tout le monde veut partir, même les fonctionnaires qui démissionnent pour aller là-bas. Et donc, sans parler des jeunes qui sont en chômage ici. Au-delà aussi, avec l'intervention de la restriction aussi de l'Internet ici, des amis qui se débrouillaient en créant des pages web aussi, parce que vous avez des médias qui ont été créés sur les différentes pages ici. En plus, ils sont beaucoup, ils sont très nombreux aussi à exercer leur commerce à travers l'Internet, qu'on appelle pratiquement le e-commerce. Le e-commerce, justement. Tellement de restrictions qui, voilà, on pourrait dire, pourrissent la vie aujourd'hui au Guinée. Voilà, donc ces médias, on va venir justement sur ces cas-là, parce que moi j'ai reçu un témoignage éloquent sur cet aspect ici, mais aujourd'hui il y a des médias qui fonctionnaient sur la base de ça, disons des médias en ligne aujourd'hui qui ont toutes les difficultés aujourd'hui, donc d'avoir de la clientèle pour les pubs, même également aussi la diffusion des événements, des cérémonies et autres là, parce que les gens n'ont pas accès, également ces sites même ne fonctionnent pas, sans parler également aussi des banques aujourd'hui qui sont dans un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Vous avez de l'argent sur vos comptes, difficile d'en avoir. Vous ne pouvez pas avoir accès. Vous partez à la banque, on vous dit carrément qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion, c'est difficile donc d'accès. Donc ça veut dire qu'on n'est plus, vous avez argent, mais on vous plonge dans une pauvreté ici. Vous prenez également aussi des jeunes étudiants en sortant qui ont eu des formations en le carburant également, le transport, il faut se dire la vérité aujourd'hui, le transport est devenu tellement exorbitant, quitter la ville pour venir en banlieue, ça peut te coûter au minimum les 75 000, 80 000. Ça c'est le minimum, Et ce qui est fait, d'ailleurs, Danka vient de nous donner une information brute, ce qui concerne ici la menace donc des vendeurs, des boulangers donc de la Guinée. Il faut dire aujourd'hui que moi, avant-hier, je m'étais retrouvé dans le rang à la recherche donc du carburant avec un jeune boulanger qui ne me connaissait même pas du tout. Il m'a parlé de ses préoccupations. Il me dit qu'aujourd'hui, pour faire la distribution donc de ces pains, il est obligé c'est-à-dire de payer au moins 150 000 francs. Et cela donc lui crée des dommages aujourd'hui, des préjudices économiques vraiment importants. Donc pour lui, il est question aujourd'hui donc de revoir le prix donc des pains, de la baguette de pain aujourd'hui sur le marché. Donc
il faut dire aujourd'hui qu'on est partagé vraiment entre désespoir, entre angoisse, la désolation. Il y a la paupérisation qui va décrescendo ici. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité des Guinéens. Espérons que les jours à venir, que les conditions s'améliorent. En tout cas, les problèmes sont donc, énormes. Et Simon Pierre, j'aimerais prendre ton avis sur aujourd'hui les conditions de vie dans notre pays après les restrictions Internet, le bâillonnement de la presse, ainsi que voilà, l'accès difficile au pétrole ou l'accès difficile voilà, aux hydrocarbures à Conakry après l'incendie de ce dépôt. Décembre, janvier, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment en dire? Il faut déjà dire que nous sommes dans une sorte d'accumulation de problèmes et je pense que c'est bien dommage. On est dans une situation où cette explosion par rapport au carburant plus ou moins pourrait s'expliquer en attendant de situer les responsabilités par un cas de force majeure. Et je pense que dans la conscience collective de beaucoup de Guinéens, on s'adapte à la situation de la pénurie de carburant. Il y a des chauffeurs qui refusent encore de payer et de faire payer au-delà du transport habituel. Il y a des chauffeurs qui sont restés quand même dans leur sillage et dans leurs bottes. On va prendre cet auditeur, après je vais revenir avec toi. Allô, oui, bonjour. Très malheureusement, il est parti, donc vas-y. Alors, je disais que il y a quand même des chauffeurs qui ont respecté le tronçon habituel et il y a d'autres par contre qui, plus ou moins au regard de la difficulté qu'ils vivent au quotidien pour avoir du carburant, augmentent également le prix du transport pour essayer de calmer leur calvaire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre la peine de monter dans un taxi et puis t'asseoir sans te présenter, tu ne parles pas, tu écoutes les passagers. Tu sauras en quelque sorte la situation chaotique dans laquelle les Guinéens sont en train de vivre. Parce que tout le monde en parle, hein? Tout le monde en parle dans les quartiers, ça se dit partout pratiquement que ça va pas. La fois dernière, j'étais dans un taxi et à l'arrière, il y avait des dames qui disaient que Mamadi Doumbouya Songi Diamao. C'est-à-dire que Mamadi Doumbouya a rendu la vie difficile aux Guinéens. Tu entends de l'autre côté Aïe Mengeya Tambara Motoro, Aramedi Luna, Aragiraba. Donc c'est pour dire que quand c'est trop... Je savais pas que tu parlais sous. Je me débrouille. Quand c'est trop, on ne peut plus encaisser. Il faut dire, aujourd'hui, on est déjà avec cette crise, avec la pénurie de carburant, le prix des choses a augmenté plutôt. Donc, ça fait que les gens sont déjà focus sur un problème. Et entre-temps, les médias ont des restrictions. Internet est bloqué. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui suivent des cours en ligne. Il y a des professeurs et même des avocats qui donnent des cours en ligne à des étudiants d'autres pays. Ceci là, comment ils vont faire? Tous les jours, on est en train de changer des VPN. On prend ça, on dit c'est payant. On change, on cherche un autre VPN qui est gratuit. Vous quittez là-bas 2 jours, on vous dit ça aussi c'est payant. Donc vous naviguez, vous cherchez la connexion. Parfois vous êtes connecté, vous êtes en train de parler, ça se coupe, vous perdez la connexion. La situation dans les banques, les gens ont de l'argent ils ne peuvent pas avoir accès à leur propre fonds. Justement, ils ont de l'argent qui n'est pas visible, qui n'est pas touchable. C'est-à-dire, tu vas pour le retrait, tu n'arrives pas à faire le retrait, on te dit qu'il n'y a pas de réseau. Le transport aujourd'hui, prenons la situation des travailleurs. Ceux qui quittent par exemple des quartiers de Lambagne jusqu'en ville pour aller travailler. Parfois, ils sont obligés de payer 80 000 à l'aller-retour ou voire 100 000 francs guinéens. Et si tu imputes ça dans ton salaire, il te reste combien au final? Tu as le loyer à payer, tu as la nourriture à payer, les denrées alimentaires augmentées. De toutes les façons, ce gouvernement-là, il faut qu'on se dise la vérité, c'est parce qu'ils ne vivent pas la même situation que la population qui sont en train de maintenir toutes ces restrictions. Si vraiment le Premier ministre ou les ministres, si pour se connecter, ils devaient utiliser des VPN et galérer comme nous autres, je pense qu'ils auraient soigné le problème. Ils utilisent aussi des VPN, mais non, le problème c'est que ils ont la version premium. Voilà, donc avec ça, tous les Guinéens n'ont pas accès à la version premium. On n'a pas tous des cartes bancaires. C'est ce que j'ai dit. C'est effectivement, si on était dans la même situation statico-ante,
je pense qu'aujourd'hui, ils auraient levé toutes ces restrictions. Et si également, dans le transport, dans l'approvisionnement du carburant, ils avaient peu de carburant aussi en approvisionnement, et eux aussi, ils auraient levé toutes ces restrictions. Parce que le problème, pour comprendre le mal d'une personne, il faut se mettre dans la position ou dans la situation de cette personne. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il est dans son palais. Donc, il a tous les avantages. C'est difficile peut-être. Il y a même des gens qui font blocus pour qu'ils n'écoutent pas ce qu'on est en train de dire. Moi, il y a une question que je me pose aujourd'hui. Simon, excuse-moi de t'interrompre. C'est quoi le rôle aujourd'hui des sages et des leaders religieux dans notre pays? Et surtout la société civile. C'est une question que je me pose. Récemment, moi, j'ai quand même vu que le cardinal et le monseigneur Vincent Koulibaly, oui, était quand même allé à la présidence pour un échange avec le président de la transition. Et le président de la transition a publié même sur sa page officielle qu'ils ont discuté également de tous ces contours-là. Mais ça, c'est ce côté-là. Je veux dire, aujourd'hui, il y a aussi des groupes de sages qui généralement on les reconnaît que lorsqu'il y a des élections où il y a de l'argent en jeu, où il y a ceci, il y a cela, c'est là ils se présentent. Parce que nous on a même entendu ici que voilà, après les restrictions médias et tout ça, malgré toutes ces restrictions médias, et quand ils sont allés voir les sages, les leaders religieux, ils ont ouvertement dit, vous aussi vous parlez trop de politique. C'est pas le moment de faire ça. En plus, il y a certaines décisions qui sont prises, on dirait que c'est appuyé par ces sages. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, dans notre pays, la religion occupe une très grande importance, une très grande place. Et certaines décisions, quand ça transite forcément par eux, elle est adaptée, quoi. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. En fait, en sciences politiques, on les appelle donc les groupes de pression. Donc c'est ça, ou si vous voulez, ces coordinations régionales aujourd'hui constituent ce qui des groupes de pression, non seulement entre le gouvernement, mais également aussi pour le gouvernement envers la population ici. Donc ils ont une influence assez grande ici. Mais aujourd'hui, depuis que ces groupes de pression aujourd'hui constituent l'interface entre la population et le gouvernement. Donc dès lors que ces décisions, le gouvernement arrive à prendre une décision peut-être qui soit en défaveur de la population ici, il est du rôle donc de ces groupes de pression ici d'interpeller le gouvernement pour dire attention, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça doit normalement se passer. Donc on va prendre cet auditeur. Allô, oui, bonjour. Allô. Très malheureusement, la liaison est très mauvaise ce matin. Oui, sauf que dans le contexte guinéen ici, c'est aussi brouillé, quoi. Oui, c'est brouillé. Il y a un dysfonctionnement partout actuellement. Ok. Voilà. Donc, sauf que en République de Guinée, les coordinations régionales, comme l'a dit Simon ici, ne se font entendre que pendant des joutes électorales. Pendant des joutes électorales, c'est parfois elles-mêmes qui deviennent ce qu'on appelle des supports, les piliers donc des candidats qu'ils choisissent ici. En quelque sorte, on les dirait que c'est eux qui même enfantent les partis politiques en République de Guinée ici. Mais aujourd'hui, alors qu'il y a l'essentiel aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux conditions de vie des Guinéens ici, de s'intéresser aujourd'hui quelles sont les difficultés que les populations là traversent ici et aller informer le gouvernement, peut-être même faire des propositions donc au gouvernement. Mais depuis que ces problèmes-là ont commencé en République de Guinée, on en a entendu publiquement, peut-être qu'en catimini ils peuvent le faire ici, mais publiquement nous ne les avons ni entendus ni vus. Donc ça nous pose évidemment donc des problèmes par rapport à leur rôle qui sont en train de jouer ici. En tout cas, on se pose des questions. Nous sommes dans une période de transition où il peut y avoir assez de problèmes ici. Et pendant que moi je souffre ici, si vous n'avez pas fait une intercession, c'est-à-dire une médiation ici, ce n'est pas pendant que je suis à la recherche donc de l'adversaire ici que vous allez venir vers moi pour que je vous écoute ici. Donc il y a un problème. Il y a autre acteur aussi de la vie en société vraiment qui ne se fait plus entendre ni se faire voir également aussi. C'est la société civile. Aujourd'hui, je suis en train de me poser aujourd'hui, il y a une grande plateforme de la société civile qui est connue en République, qu'on appelle le CNOX. C'est le CNOX de Dansa Kourouma. Aujourd'hui, cette plateforme de société civile aussi, apparemment, les institutions vivent ici en fonction des têtes. Quand une tête quitte, tout le reste est mort. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce que ça nous amène à croire? Franchement, je ne comprends pas. Ces gens-là, je n'ai vu aucune communication de la part d'une organisation de la société civile aussi quant aux restrictions imposées sur les médias. Alors que la société civile ne peut exister que lorsque les médias fonctionnent.
ne peut exister aujourd'hui que lorsque l'Internet fonctionne. Non, mais c'est l'essence même de leur existence. C'est la défense des acquis de la République et Merci. des acquis des citoyens, en principe. Sauf qu'elles ne se font plus voir aujourd'hui, Ouais. nous ne les sentons plus aujourd'hui. On se pose aujourd'hui, est-ce qu'il existe d'ailleurs une société civile en République de Guinée pendant cette phase de transition? Peut-être que ce qui se passe dans l'ombre, nous ne saurons les dire ici, mais il va sans dire aujourd'hui que la population guinéenne est aujourd'hui abandonnée à elle-même aujourd'hui. Elle est vue non seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de groupes de pression, il n'existe plus d'organes aujourd'hui qui pourraient intercéder entre elle et le gouvernement de la République de Guinée. Donc nous sommes à la merci donc, du gouvernement de la À la République de merci du gouvernement et à la merci des autres. On en parle, Simon Pierre, je veux prendre ton avis dessus. Aujourd'hui, on a même vu ces artistes. Les artistes qui s'expriment peu, parce que comme on le dit, voilà, certains gagnent leur gombo dans cette transition, dans leur situation, pendant qu'ils oublient même le rôle régalien qui les a été confié, le rôle même d'un artiste qui est la conscientisation et le rappel à l'ordre. Voilà, on a vu voilà, les Takana Zion ici dans le passé, qui étaient des véritables Takana. On a vu voilà, des Eli Kamano voilà, de par le passé, qui étaient dans la dénonciation, qui étaient voilà, vraiment... prêt à défendre les acquis des peuples de Guinée. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça se matérialise. Le seul qui a peut-être eu la voix pour parler, c'est One Time qui nous a sorti ce son où il conseille le président, où il adresse son message au président. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette situation globalement? Voilà, vas-y. Alors, je disais que il y a l'implication minime de ces artistes-là. Il faut dire que quelqu'un qui a déjà chanté tous les louanges d'un président. Tu ne peux pas cracher dans la main qui te nourrit, quand justement, même. tu as déjà commandé. Tu es Thomas Fessonko. Voilà, Thomas Fessonko, tu es tout le temps dans les rouages de la présidence là-bas. Donc, tu ne peux pas également te permettre d'aller chanter quoi que ce soit contre le président. Jusque-là, rien ne se matérialise sur le terrain. Et s'ils l'ont fait, comme tu l'as dit, en catimini peut-être, mais aux yeux de la place publique, rien n'est encore fait. Justement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui aiment se dédouaner en disant pourquoi vous voulez nous attribuer ce rôle de défenseur de la cause commune. Sinon, c'est leur rôle. Non, il y a d'autres qui se dédouanent, qui vous diront que moi j'aime mettre la joie dans le cœur des gens, ambiancer le public, c'est ça mon rôle. Alors il faut aussi rappeler que s'il n'y a pas de quiétude sociale, le public n'est pas aux formes de sa mentale, de son mental plutôt, c'est pas la peine de nous parler de... Voilà. Dans cette situation, quelqu'un n'a qu'à prendre le risque d'organiser un concert, il verra si ça sera rempli. Donc je veux dire aujourd'hui que lorsque la situation est d'autant plus chaotique, les voix les plus autorisées sont également ces personnalités publiques. Donc c'est à elles de s'impliquer, au moins prendre la parole comme One Time l'a fait aujourd'hui à travers sa musique. Il véhicule un message et il n'a dit le nom de personne, mais simplement en écoutant, vous sentez le message, vous comprenez effectivement qu'il appelle. Et les mots sont justement choisis. Pas d'injures, voilà, rien. Il n'appelle pas à la violence, pas de véhémence, tout est coordonné dedans. Justement, aujourd'hui on ne peut pas censurer son œuvre, on ne peut rien dire, on ne peut pas édulcorer, donc tout est bien. Donc je veux dire, c'est à ce niveau-là l'on devrait s'impliquer, mais au-delà de dire aux uns et aux autres de s'impliquer pour résoudre le problème, c'est lui qui a posé le problème, il n'a qu'à retirer ce problème et tout le monde va bien vivre. C'est là que je parle du gouvernement. Aujourd'hui, c'est devenu une accumulation extrême. Il y a une situation que les gens vivent au quotidien. Il n'y a pas Internet. Les médias sont brouillés. Le transport a augmenté. Il n'y a pas de carburant. Ça fait beaucoup pour un citoyen qui gagne peu. Il s'en sort comment? Il va au marché, en même temps tu lui envoies les factures d'électricité, les factures d'eau, il va s'en sortir comment? C'est pourquoi je vous assure aujourd'hui, Sékou Robert, aujourd'hui ne prends pas ta voiture, prends le taxi pour simplement expérimenter ce que je te dis et écoute à l'arrière de la voiture tout ce que les gens vont te dire comme calvaire, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Il y a des motards qui passent la nuit dans les stations, des véhicules garés, des gens qui passent la nuit dans les stations avec des moustiques, dans des situations chaotiques. Et le gouvernement, les gens, ils sont dans le confort et ils ne se rendent pas compte de cette situation. On peut au moins encaisser un seul problème lorsqu'il est là
et dire au moins j'ai des alternatives, ou une ou plusieurs. Mais lorsque vous n'avez plus d'alternatives, vous n'arrivez pas à payer vos factures, vous n'arrivez pas à payer le transport, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux. Finalement, même les médias, vous n'arrivez pas à regarder vos émissions télé, vos programmes. Finalement, vous avez quoi au final? Vous êtes à la maison, dans l'ex-nihilo, et rien ne bouge. Je pense que cette situation aujourd'hui, je parle comme un citoyen lambda qui vit toutes ces choses-là. Donc, le gouvernement, dans son rôle, doit essayer de Pour le moment, l'espoir de la CAN seulement nous attise, mais ça aussi, on ne sait pas, avec le communiqué de l'EDG qui nous dit que voilà, qu'il y aura des délestages. C'est tout simplement ce que ça veut dire. J'ai même vu une publication ce matin. Il y a quelqu'un qui dit, c'était, je crois, Al Soirée, qui disait ce matin, lève-toi et va te laver, on coupe à 8 heures. Donc, il dit entendu au chicha. Donc, c'est pour dire qu'on va couper le courant ce matin, et chaque jour, c'est comme ça. Hier, il y avait aussi des phases qui ont sauté. Donc, en termes de carburant, le manque de carburant a des répercussions sur l'électricité. Et toutes ces situations-là sont vécues malgré toutes les restrictions-là. Et le gouvernement ne veut rien entendre. C'est la sourde oreille, on met des boules-touffes. Je pense que c'est compliqué. En tout cas, vous mettez vos casques pour ne rien entendre. Mais il faut comprendre que ça souffre en Guinée. Le Guinéen souffre aujourd'hui. Quand vous sortez sur le terrain, vraiment, peut-être que